Superbe. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci de votre présence à cet atelier de la communauté de pratique en santé respiratoire. Atelier intitulé donc, Déconstruire les mythes au sujet des allergies et en santé respiratoire, bien entendu, qui sera animé par le docteur Jean-Nicolas Boursicot. Donc, mon nom est Sarah Edith Péné et je dirige le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire, le RQSR, dont la mission est le développement et la diffusion de formations et d'outils d'aide à la pratique destinés aux professionnels de la santé. Avant de débuter, je vais prendre la balle au bon. Déjà dans la discussion, oui, nous avons eu des nouvelles de Dr Boulet et il va très bien. On aura une reprise le 18 mai. Merci beaucoup. On voit que nous avons des fidèles participants qui sont en ligne. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Avant de débuter l'atelier, permettez-moi de vous informer que pour réaliser sa mission, le RQSR reçoit un soutien financier sans droit de regard sur le contenu des partenaires de l'industrie suivants, soit AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline et Novartis, et que l'activité d'aujourd'hui a été rendue possible grâce à une subvention à l'éducation, toujours sans droit de regard sur le contenu octroyé au RQSR par Sanofi. Donc, dans les prochaines 24 heures, vous recevrez à votre courriel d'inscription votre attestation de participation ainsi que le lien pour l'évaluation de l'activité. Je vous avise aussi que la séance est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible sur demande à la direction du RQSR. Comme à l'habitude, merci beaucoup d'utiliser la discussion pour poser vos questions et mettre vos commentaires et ça va être de cette façon-là que je vais pouvoir les transmettre à Dr Boursicot. Ceci étant dit, maintenant, c'est enfin le temps. Donc, il me fait grand plaisir de vous présenter le docteur Jean-Nicolas Boursicot qui passera cette heure de dîner avec nous. Donc, le docteur Jean-Nicolas Boursicot a obtenu son diplôme de médecine et sa spécialité en médecine interne à l'Université Laval. Il a par la suite complété une formation postdoctorale en immunologie clinique et allergie à l'Université McGill à Montréal et il est aussi détenteur d'une maîtrise en sciences biomédicales de l'Université de Montréal. Il est actuellement allergologue, immunologue au CHU de Québec et j'aimerais aussi ajouter que c'est un conférencier qui est fort apprécié et qu'il est très actif aussi pour informer la population en général au sujet des allergies et cette sensibilisation-là est vraiment très importante. Donc, je suis très heureuse de l'accueillir ce midi pour déconstruire ces fameux mythes. Donc, merci beaucoup, Dr Boursicot. Je vous laisse la parole. Merci. Sarah Edith, merci infiniment pour cette belle introduction. Je voyais qu'il y avait déjà plus de 80 participants qui s'étaient connectés à ce dîner un peu causerie sur les mythes en santé respiratoire. Donc, je voudrais vous saluer, mesdames, et aussi messieurs. Il y en a quand même quelques-uns. J'ai vu avec plaisir Joséanne, Livia et Guylaine également se connecter, des gens avec qui j'ai eu la chance de travailler et collaborer. Donc, je vous salue personnellement. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mythes en santé respiratoire, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important. Puis, on va le voir dans quelques diapositives, pourquoi je tenais à vous en parler. Tout d'abord, je voulais vous divulguer mes conflits d'intérêts, mais qui ne devraient avoir aucun lien avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, pourquoi parler de mythes en santé respiratoire? Bien, vous le savez, vous êtes des éducateurs en santé respiratoire et le mot dit bien, la première portion du traitement, c'est l'éducation du patient. Alors, on le sait très, très bien. Si on éduque bien notre patient à savoir comment prendre ses pompes, mais il va être plus adhérent au traitement. Et c'est particulièrement important de consolider les bons comportements et rectifier le jeu lorsqu'on a des moins bons comportements, mais également d'expliquer à nos patients pourquoi il faut faire certaines choses et d'autres pas. Dans le domaine des allergies respiratoires, il y a plusieurs mythes. Les mythes, ce sont des fausses croyances qui malheureusement sont colportées, c'est la mauvaise information. Et aussi des fois, on pense bien faire avec nos patients, on leur dit des choses sans avoir vérifié l'information à la base. Alors, le but aujourd'hui, c'est tout simplement de revenir sur environ 12 mythes pour lesquels mes patients m'ont déjà confronté par le passé. Donc, probablement, c'est des choses que vous savez ou des questions vous ont déjà été adressées à ce propos par certains de vos patients.
Alors, on va parler de 12 mythes en santé respiratoire et après vous avoir posé la question, est-ce que vous pensez que cette affirmation, elle est vraie ou elle est fausse? Bien, on verra sur la diapositive suivante quelle est la base, quelle est la bonne réponse. Donc, j'ai à peu près une douzaine de mythes, ce qui devrait nous laisser quand même du temps en toute fin de présentation pour les questions. Si vous avez des questions par rapport à des fausses croyances, des choses que vous voulez partager, je vous invite à consigner le tout dans le fil de discussion, puis on va prendre ça en ligne tout à l'heure. Alors, commençons sans plus tarder avec ce premier mythe. Ça m'est arrivé à quelques reprises, pas plus tard que quelques mois. Un patient qui me dit, écoutez, docteur, je viens vous voir. C'est ma femme qui m'envoie parce que justement, on a fait des réparations, puis c'était très, très poussiéreux, puis je me suis mis à éternuer, puis à éternuer. Puis ma femme, elle est convaincue que je suis allergique à la poussière. Donc, je viens passer des tests pour la poussière et donc pour les acariens. Alors, est-ce qu'éternuer dans un lieu poussiéreux, c'est absolument sûr qu'on est allergique aux acariens? Alors, la réponse, c'est non, effectivement. Quand on éternue dans un lieu poussiéreux, ben, c'est tout simplement parce que la poussière, sans y être allergique, peut venir chatouiller un peu les cils dans notre nez, venir chatouiller notre muqueuse nasale et provoquer un réflexe d'éternuement, ce qui est tout à fait physiologique. Et au niveau de la poussière, il y a différents types de poussière. Par exemple, là, à ce temps-ci de l'année, lorsque la neige est complètement fondue à l'extérieur, vous avez comme de la poussière qu'on dit minérale qui s'accumule. Et effectivement, lorsque les voitures passent, ça lève la poussière et ça peut nous faire éternuer. Est-ce qu'on est allergique à la poussière minérale? Non, absolument pas. Mais c'est vrai que nos voies respiratoires peuvent être hypersensibles et nous faire réagir. Un peu pour la même raison que certains patients se disent allergiques aux parfums et c'est pas le cas. Les parfums peuvent venir justement irriter les voies respiratoires, mais on ne peut pas être allergique aux parfums en tant que tel. Quand on fait quand on fait plutôt référence à l'allergie à la poussière, donc ce qu'on voit dans le domaine de l'allergie, on fait référence ici à l'allergie aux acariens. Et les acariens sont ces petites bêtes, ces insectes miniatures qui vivent dans les draps, dans les matelas, qui sont microscopiques. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir, mais leur déjection, donc leurs excréments, ni plus ni moins, c'est ce qui cause la poussière à laquelle on peut être sensibilisé et pour laquelle on peut faire des tests d'allergie. Passons au mythe numéro 2. Alors, vrai ou faux? Et je pense que déjà l'image vous donne un indice sur ce dont il va être question ici. Est-ce que vivre avec mon chat ou tout animal auquel je suis allergique, ça me permet de me désensibiliser à la langue? On voit ça tellement de fois, des gens qui disent ben, je suis allergique à mon chat, mais maintenant, je suis plus allergique. Là, je vis très bien avec, j'ai pas de symptômes. Et le patient vient vous consulter avec le nez bien congestionné. Il se met à tousser à chaque 2 mots, mais il dit non, 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 je suis complètement asymptomatique. Alors, vous l'aurez deviné, non, c'est faux. Si on est allergique à un animal de compagnie, un chat, un chien, un furet, même un hérisson, et qu'on a des symptômes d'allergie, ben, il faut éviter le contact avec l'animal, bien sûr. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Si on évite l'allergène complètement, ben, à ce moment-là, il n'y aura pas d'inflammation allergique qui va se développer dans nos voies respiratoires. En début de pratique, j'étais plutôt noir ou blanc et je recommandais à mes patients, ben, tu es allergique à ton animal, il faut t'en départir, point final. Dans les faits, hein, vous savez, on est loin d'être dans un monde idéal. Vous avez juste à regarder qu'est-ce qui se passe dans l'actualité pour en prendre pleine conscience. Ben, on n'est pas dans un monde idéal, donc c'est sûr que les gens acceptent pas si facilement de se départir de leur animal. Alors, ce que je négocie avec les patients et les patientes, c'est de diminuer l'exposition prolongée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on évite d'avoir cet animal de compagnie dans la chambre à coucher. Pourquoi la chambre à coucher? C'est quand même l'endroit où est-ce qu'on passe le plus de temps. Dans une journée, on est là au moins 8 heures de temps. Et c'est très important de dire à vos patients et patientes que l'animal ne doit pas rentrer dans la chambre, même en dehors de l'heure du dodo, parce que si le chat, le chien rentre, par exemple, dans la chambre à coucher durant le jour, ben, il va déposer des allergènes sur les dredons, sur différents meubles également. Et une fois la porte fermée, même si l'animal n'est plus là, ben, le patient va respirer l'allergène et ça va entretenir la réaction inflammatoire.
Et il ne faut pas oublier que, contrairement à ce qu'on pense, non, à vivre avec un animal ne va pas finir par nous désensibiliser. Au contraire, une exposition en continu peut finalement finir par aggraver les symptômes. Et comme vous le savez, un patient qui se plaint seulement de rhinite allergique, ça ne prendra pas énormément de temps que son risque va être aussi augmenté de développer des symptômes d'asthme. Mythe numéro 3, vrai ou faux? Est-ce qu'on peut être allergique aux fleurs? Ça arrive combien de fois que des patients viennent me voir, par exemple, pour des tests d'allergie en santé respiratoire, puis ils me disent, là, docteur, là, faites-moi tous les tests. Alors là, écoutez, je sors le râteau, je dis, retroussez les deux manches parce qu'on va avoir besoin de vos deux avant-bras. On fait tous les tests. Et là, des fois, les patients sont un peu déçus en disant, mais docteur, vous n'avez pas fait le test pour les fleurs, pour le lilas, pour les tulipes, pour les roses. Pourtant, moi, je pense que je suis allergique aux fleurs. Est-ce qu'on peut être donc allergique? La réponse, c'est non. Il faut savoir que le pollen qui est libéré par les plantes à fleurs, c'est des particules qui sont vraiment trop grosses pour venir déclencher des réactions du système immunitaire. Donc, oui, on peut respirer une plante qui contient des gros pollens, ça peut nous faire éternuer, ça peut nous faire réagir, mais on ne parle pas ici d'allergie. Et là, je vais peut-être vous surprendre. Vous savez que les pollens, ceux qui déclenchent des réactions allergiques par le système immunitaire, ils sont microscopiques. On peut seulement les voir au microscope. Alors, au mois de mai, vous savez, vers la fin du mois de mai, là, quand il y a une espèce de poussière jaune qui s'accumule sur les voitures, au niveau des fenêtres, et là, ça nous fait énormément éternuer, bien, ce type de pollen c'est pas lui qui est responsable des symptômes d'allergie. N'oubliez pas, hein, le pollen qui déclenche des réactions de la part de notre système immunitaire, il doit être microscopique. On ne peut pas le voir. Donc, c'est normal que ces espèces de poussières qui s'accumulent, oui, peuvent nous faire éternuer, non pas par un mécanisme d'allergie, mais tout simplement par un mécanisme irritatif. Passons maintenant au mythe numéro 4. Encore une fois, vrai ou faux? Si je n'ai pas eu d'allergie quand j'étais jeune, ben, j'en aurais pas à l'âge adulte. Ou la question, c'est est-ce qu'il y a un moment dans notre vie où est-ce qu'on peut se dire, ouf, j'ai échappé définitivement aux allergies respiratoires? Alors, malheureusement, non. Hein, l'allergie respiratoire, ça peut survenir à n'importe quel âge. Et c'est sûr qu'on en voit de plus en plus, non seulement des patients dans la jeune vingtaine ou dans la trentaine qui ont des symptômes d'allergie, mais aussi à l'âge de 50, 60, 70 ans. Il faut faire attention, parfois, un patient peut se plaindre de rhinite, mais ça ne veut pas dire que la cause est nécessairement allergique. On le voit dans notre population un peu plus âgée. Au niveau du troisième âge, on peut avoir des rhinites atrophiques. Donc, il y a un certain diagnostic différentiel à faire. Mais force est de constater qu'il y a de plus en plus d'allergies respiratoires. Les données sont les suivantes. On pense que 25 à 30 des Canadiens souffrent de rhinite allergique. Donc, ça, c'est à peu près un patient sur 4, même un patient sur 3. Mais on sait que les patients sont même de plus en plus hypothéqués parce qu'avec le réchauffement de la planète, les saisons d'allergie durent plus longtemps et il y a plus de pollen également qui s'accumule dans l'atmosphère. Donc oui, il y a de plus en plus d'allergies respiratoires, non seulement à cause de facteurs exogènes, mais aussi les facteurs endogènes comme l'hérédité. Et ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. J'en profite peut-être pour parler de Smith. Est-ce qu'il y a un âge limite à partir duquel on devrait faire des tests d'allergie? Est-ce qu'il y a un âge minimal ou est-ce qu'il y a un âge maximal? Donc, est-ce qu'il y a un âge maximal? Non, absolument pas. Je vais faire des tests là, à des gens qui ont 70, 80, 90 ans. Il n'y a aucun problème. C'est sûr que plus qu'on avance dans l'âge, moins on a de chances de trouver des allergies, mais on peut quand même en trouver. Alors, à l'inverse, est-ce qu'un patient qui a 7 mois de vie, 8 mois de vie, peut développer des allergies respiratoires? Alors, la réponse, c'est oui. Surtout aux allergènes qu'on dit parannuels, comme les acariens ou les squames d'animaux. Mais est-ce qu'un enfant de 1 an peut développer des allergies au pollen? Non, absolument pas. Un enfant qui a 1 an, 2 ans a vu l'été, le printemps, l'automne, 1 fois, 2 fois dans sa vie, et ce n'est pas suffisant pour développer des allergies qu'on dit
saisonnières. Alors, pour développer des allergies saisonnières, on va le voir davantage dans notre clientèle un petit peu plus âgée, donc à partir de l'âge de 6-7 ans, donc des enfants en âge d'aller à l'école. Mais c'est vrai, il y a des cas exceptionnels. On en voit. C'est plus rare de gens qui ont 3 ans, 4 ans et qui vont développer des allergies aux graminées. Mais il faut retenir le, le dogme suivant que, tu sais, à l'âge d'1 an, 2 ans, les tests d'allergie pour les allergènes respiratoires saisonniers sont généralement négatifs. Passons au mythe numéro 5. Alors, un autre vrai ou faux. Est-ce que le miel peut aider à soulager les symptômes d'allergie respiratoire? Et je vais vous dire d'où est-ce que ça vient. Il y a quelques années déjà, il y a une patiente qui m'a été adressée pour allergie saisonnière et qui me disait que son naturopathe lui avait conseillé d'acheter du miel artisanal et que ça pouvait l'aider pour ses symptômes d'allergie. Et j'étais pas très bien sûr de comprendre en quoi le miel pouvait aider les symptômes de rhinite. Et c'est la patiente qui m'a appris, mais docteur, vous savez que dans le pollen, dans le miel artisanal, il y a des traces de pollen, donc ça permet de faire une désensibilisation. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on peut se désensibiliser au pollen en consommant des petites, moyennes ou grandes quantités de miel artisanal? Alors, la réponse, bien sûr, c'est faux. C'est vrai que les abeilles vont venir recueillir le pollen des plantes, puis il peut y en avoir au final en certaines quantités dans le miel qu'on dit artisanal. Mais quand on parle d'une désensibilisation, c'est vraiment un processus rigoureux par lequel on va donner à nos patients des petites quantités d'allergènes auxquels ils sont sensibilisés et on va augmenter progressivement les doses. Donc, il y a un protocole derrière ça. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pollen qui est amené par les abeilles, ben, parfois, c'est des pollens de fleurs auxquels on ne peut pas être allergique, mais parfois aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle d'allergie au pollen, ben, il n'y a pas un seul type de pollen. Au printemps, on a le pollen des arbres, entre autres le bouleau, le peuplier, le chêne, les érables. À l'été, donc le mois de juin, juillet, c'est plus la sensibilisation au foin, ce qu'on appelait le rhume des foins, donc les graminées. Et à partir du mois d'août, c'est l'allergie à l'herbe à poux. Pas l'herbe à puce, vraiment l'herbe à poux et d'autres mauvaises herbes de l'automne comme l'armoise, la verge d'or, l'amarante, le plantain. Alors, quand on est allergique au pollen, ben, on peut être allergique à un pollen ou différents pollens, d'où l'importance de vraiment faire des tests d'allergie pour savoir, est-ce que c'est de l'allergie? Deuxièmement, à quel pollen? Et ça va orienter par la suite le traitement lorsqu'on parle d'une désensibilisation. Mythe numéro 6. Alors, vrai ou faux? Ça, c'est un patient qui me disait, il y a quand même quelques années aussi, à l'automne, qui était venu pour des tests d'allergie. Et je lui avais dit, écoutez, monsieur, vous êtes très, très sensible au pollen du bouleau. Et là, il m'a rappelé au mois d'octobre, là, vraiment là, très, très apeuré. Il dit, écoutez, docteur, on s'était vu l'été passé. Vous m'aviez dit que j'étais allergique au bouleau et là, on s'avance dans l'automne et là, je viens de corder 5 cordes de bois dans mon sol. Puis là, je réalise que c'est surtout du bouleau. Alors là, est-ce que je peux chauffer ma maison au bouleau? Alors, mon premier réflexe a été de dire, mon Dieu, ce gars-là, il a un immense sous-sol, 5 cordes de bois dans son sol, c'est quand même beaucoup. Mais aussi, j'ai surtout pu le rassurer. Parce que si vous êtes allergique au bouleau, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas chauffer la maison au bouleau? Pour un paquet de raisons, je sais que inhalothérapeute, infirmier, infirmière, pharmacien, vous savez que d'utiliser le chauffage au bois, c'est peut-être pas très bon lorsqu'on est malade des poumons, des bronches et également au niveau de la muqueuse nasale, parce que la fumée peut venir irriter nos voies respiratoires. Mais on peut quand même se rassurer que quand on est allergique au bouleau, on est allergique aux bourgeons de bouleau. On n'est pas allergique au bois lui-même. Donc, on peut l'utiliser pour faire notre chauffage durant la saison hivernale. Pour la même raison, pensez-vous que quelqu'un qui est allergique à l'érable ne pourrait pas avoir du sirop d'érable et ne pourrait pas aller à la cabane à sucre? Ben, vous voyez, c'est un non-sens, ça aussi. Alors, lorsqu'on est allergique à un arbre, on est allergique aux bourgeons et le pollen qui émane de ces bourgeons a une période très, très définie dans l'année. C'est surtout au printemps.
avril, mai. Mais une fois que les feuilles sont sorties au mois de juin, juillet, ben, l'arbre ne libère plus de pollen et ce n'est plus l'allergène responsable dans l'air ambiant. Mais toujours est-il, le bois en tant que tel, on peut l'utiliser pour chauffer sa maison ou pour une quelconque autre raison, même si on y est allergique. Mythe numéro 7. Alors, vrai ou faux? Hein, combien de fois qu'on l'entend celle-là? Hein, mon chat, il n'y a pas de poils, là. C'est un Rex. Puis là, les gens nous montrent ça sur leur téléphone. Là, c'est la photo de fond d'écran. Là, c'est leur chat là, qui est laid à mourir. Bon, vous voyez que je suis pas un cat person, là, évidemment. Je pense que j'aurais dû le décrire, l'écrire dans mes conflits d'intérêts. Donc, si mon chat, il n'y a pas de poils, est-ce qu'on peut y être pas allergique? Donc, est-ce que ça existe au final des animaux hypoallergéniques? Alors, la réponse, c'est faux. Hein? Contrairement à ce que les patients veulent nous faire croire, des animaux hypoallergéniques ou non allergéniques, ça n'existe pas. Si on prend l'exemple du chat, par exemple, la protéine qui donne de l'allergie, qu'on appelle la FeLD1, c'est une protéine qui se retrouve pas seulement sur le poil des animaux, mais également dans les urines, dans la salive et au niveau des squames de peau. Alors, quand on est allergique à un animal, c'est vrai pour le chat, mais c'est vrai pour tous les animaux. C'est pas seulement l'allergie aux poils, c'est l'allergie aux squames de peau, mais les protéines également dans les urines puis la salive. Donc, en théorie, on peut être allergique à n'importe quel animal, même un iguane. Parce que oui, un iguane, ben, ça urine, puis dans les urines, il peut y avoir des protéines auxquelles on va se sensibiliser. Donc, qu'on se le dise une fois pour toutes, des animaux hypoallergéniques, ça n'existe pas. Et ça va me faire plaisir d'en débattre avec vous si c'est un sujet de discorde. Maintenant, mythe numéro 8, vrai ou faux? Il est possible d'être allergique à l'odeur d'un aliment. Ça dépasse un peu la santé respiratoire. On pourrait parler plus de l'allergie alimentaire ici, mais c'est une question qui peut être parfois adressée par des patients ou des parents de patients. Par exemple, si on a quelqu'un qui est allergique au beurre d'arachide et qu'on prend un pot de beurre d'arachide, on le dévisse puis on le fait sentir à cette personne qui est allergique, est-ce que cette personne préfère une réaction anaphylactique? Alors, heureusement, la réponse, c'est non. C'est vrai que certaines conditions, plutôt certaines exceptions existent, mais généralement, lorsqu'on est allergique à un aliment, le respirer ne peut pas déclencher de réaction allergique. Et pourquoi? Quand on est allergique à un aliment, on est allergique aux protéines de l'aliment. Donc, pas les lipides, pas les glucides, on est allergique aux protéines. Et ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas être allergique au lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Donc, on peut être intolérant au lactose, mais on ne peut pas y être allergique. Mais là, je m'éloigne un petit peu de notre diapositive ici. Quand on est allergique à un aliment, je vous disais qu'on est allergique à la protéine de l'aliment. Une senteur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un gaz volatile. Il n'y a pas de protéines là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir de réaction allergique. Lorsque je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait certaines exceptions qui s'appliquent, ben ça, c'est par exemple si quelqu'un est allergique au poisson et qu'on fait chauffer du poisson, c'est vrai que la cuisson peut venir solubiliser dans l'air certaines protéines et qu'on peut respirer par la suite. Mais quelqu'un qui est allergique aux poissons et fruits de mer, et qu'on apprête, on fait cuire des poissons et des fruits de mer, les protéines peuvent venir chatouiller la muqueuse nasale, donc déclencher une réaction de rhinite, une réaction d'asthme, mais jamais une réaction anaphylactique. Alors, pas de réaction pour laquelle on aurait besoin d'un auto-injecteur d'adrénaline. Et par rapport à ça, lorsqu'on est allergique à un aliment, la seule façon de faire une réaction anaphylactique, c'est pas par la senteur, c'est de consommer l'aliment. Alors, j'espère qu'ici, ça déconstruit un mythe tenace. Et Dieu sait qu'il y en a des mythes en allergie alimentaire, mais ça sera le sujet peut-être d'une autre conférence. Alors, numéro 9, vrai ou faux? Ah, ça, c'est l'autre grande conspiration du 21e siècle. Et bien sûr, je ne parle pas de la COVID ici. On parle tout simplement des fameux indices du pollen qu'on
parfois voit dans les médias, qu'on voit sur les sites tels Météo Média et d'autres sites de météo. Est-ce que c'est une science juste ou est-ce que c'est pas plutôt une façon de faire vendre plus de pilules en pharmacie? Alors, est-ce que l'indice du pollen, c'est un outil sur lequel on peut se fier? Alors, pour ceux qui pensent que les indices polliniques, c'est vraiment là, du gros pif, non. Il faut dire que maintenant, on sait que la quantité de pollen dans l'air est directement corrélée à la sévérité des symptômes. Plus qu'il y a de pollen dans les airs, bien, plus que ça peut nous faire réagir. Bon, ce qui est très, très simple. Alors, les indices de pollen, c'est pas tout simplement quelqu'un qui sort dehors, qui se pointe le nez, puis s'il éternue un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie, bien, il va écrire ça sur Internet en disant « Ah, indice élevé ou indice modéré ». Non, c'est vraiment, il y a des stations où est-ce qu'on recueille le pollen et qu'on analyse la quantité de pollen et qu'on regarde aussi au microscope le type de pollen qu'il y a dans l'environnement. Donc, c'est une science qui est de plus en plus exacte et on peut se fier à l'indice du pollen pour recommander à nos patients de faire des activités à l'intérieur, par exemple, si le taux de pollen est trop élevé à l'extérieur. Donc, ça peut être un outil intéressant, complémentaire pour la prise en charge de nos patients qui ont de la rhinite et de l'asthme allergique, surtout par rapport aux différents types de pollen. Alors, il nous reste quelques mythes, nous achevons. Mythe numéro 10. Alors, vrai ou faux? Avez-vous déjà entendu parler de ça, des fameux cycles d'allergie? Ça a l'air d'être un peu nébuleux, un peu comme les cycles de la vie, mais j'ai plusieurs patients qui me disent, ouais, mais de toute façon, mes allergies, ça va durer 7 ans, puis après, ça va partir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux de penser que les allergies respiratoires ont une certaine durée de vie et vont, par exemple, une date de péremption, une date d'expiration au bout de quelques années, généralement au bout de 7 ans? Ben, malheureusement, non. Hein. C'est encore une fois une fausse croyance ici. C'est vrai qu'avec le temps, les allergies respiratoires peuvent s'amenuiser. Hein. C'est pas rare de voir des adolescents aux prises avec des grands symptômes de rhinite allergique. Et là, plus tard dans la vie, à la fin de la vingtaine, trentaine, quarantaine, ben, les allergies vont partir. Alors, comme je le dis souvent à la blague, vieillir, ça a du bon. Hein. C'est pas juste la mémoire qu'on perd ou les cheveux, comme dans mon cas, mais également aussi la sensibilisation à certains pollens. Et de façon quand même assez intéressante, si vous avez un patient d'un certain âge, par exemple 50, 60 ans, qui vous dit, ah, moi, j'ai presque plus de symptômes au niveau des pollens, mais quand j'étais jeune, là, écoutez, j'avais pas le choix de m'encabaner dans la maison, je pouvais pas sortir tellement j'étais symptomatique. Et à ces patients-là, vous refaites les tests d'allergie. Bien, surprise, surprise, les tests peuvent être encore extrêmement positifs. Les tests cutanés ont tendance à rester positifs comme un peu une cicatrice sur la peau. Un test, il ne faut pas l'oublier, hein? Un test, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça serait un autre mythe, un test signe une sensibilisation et non pas nécessairement une allergie. La différence, la sensibilisation, c'est avoir des anticorps par rapport à un allergène donné, alors que lorsqu'on parle de l'allergie, c'est la traduction clinique de la sensibilisation. Le test nous permet de dire, oui, on est sensibilisé, mais il faut poser des questions à notre patient pour voir est-ce que ce test-là, sa positivité, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que ça donne des symptômes? Et donc, c'est là qu'on va pouvoir dire à notre patient, oui, ton test il est positif, c'est ça qui te donne une allergie respiratoire. Alors, pour boucler la boucle ici, non, il n'y a pas de cycle au niveau des allergies respiratoires. Mythe numéro 11, vrai ou faux? Et ça, je l'ai entendu quelques fois, puis ça me fait toujours sourire. L'histoire est simple. Hein? Disons, on fait un test d'allergie. Ici, encore une fois, c'est l'exemple du boulot. Puis, le patient il est fortement allergique au boulot. Et là, il dit, bon, ben, ça tombe bien, m'a enrayé mon allergie. J'ai un boulot sur mon terrain, je vais couper mon boulot, puis après ça, ça va être fini. Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, disons, si je suis allergique aux érables, puis je me tiens loin d'une érablière, ben, je vais être sauvé. Hein? Ça, c'est un autre corollaire à cette question. Alors, avançons. C'est encore une fois une fausse croyance. Il ne faut pas oublier que le pollen, là, il est porté par le vent.
Alors, pour revenir à l'exemple de mon patient précédent qui se disait allergique au boulot puis qui avait un boulot sur son terrain, ben, s'il voulait bien faire, il pourrait couper son boulot, il pourrait couper celui de son voisin, il pourrait couper les boulots de toute la municipalité d'à côté, puis même de la rive sud au besoin, et il y aurait encore probablement des symptômes. N'oublions pas que le pollen, c'est microscopique, donc c'est porté sur des très, très longues distances par le vent. Il y a même des études qui ont montré, par exemple, pour l'herbe à poux, qui est un tout petit pollen, que la présence du pollen de l'herbe à poux a été retrouvée à plus de 650 km par rapport à son lieu d'origine. 650 km, là, ça, je dois avouer, c'est un peu exceptionnel, mais ça, c'est plus que Québec-Montréal. C'est à peu près la distance entre Rivière-du-Loup puis Gatineau. Ça veut dire que du pollen, ça peut faire un bon bout de chemin. Pour la majeure partie des pollens, ça ne couvre pas d'aussi longues distances, mais c'est tout simplement vous faire réaliser que c'est pas parce qu'on est allergique à un arbre puis on le coupe sur son terrain que forcément le tour est joué. Le pollen est porté donc sur d'énormes distances et il faut donc être extrêmement prudent. Et en finissant le tout en beauté avec le mythe numéro 12. Et c'en est un qui me tient énormément à cœur. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut être allergique à la cigarette? Et probablement, comme moi, bien souvent, vous aimeriez poser la question, vous aimeriez dire à vos patients, regarde, là, je t'ai fait un test d'allergie pour le tabac, puis c'est très positif, donc tu es allergique à la cigarette, il faut arrêter de fumer. Alors, malheureusement, non. On ne peut pas être allergique au tabac. On peut être allergique au cannabis, ça pourrait être un autre sujet de discussion, mais par rapport à la cigarette en tant que telle, non, on ne peut pas être allergique. Parce que la fumée, ce n'est pas un allergène. Comme je vous l'ai dit, quand on est allergique à quelque chose, on est allergique à la protéine de cette chose. Or, la fumée de cigarette, c'est ni plus ni moins qu'un irritant. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut toujours revenir à la charge avec nos patients et c'est une très bonne chose pour la santé des voies respiratoires de cesser le tabagisme actif et bien sûr le tabagisme passif. Voilà, donc ça fait le tour des quelques mythes en santé respiratoire dont je voulais partager avec vous. Je pense que à ce stade-ci, je vais me permettre de déposer le micro et de répondre à vos interrogations. Je voulais prévoir quand même une bonne quinzaine, vingtaine de minutes. Là. Je pense qu'on a suffisamment de temps pour discuter là, en groupe là, sur certains sujets qui vous importent. Je tiens à dire que si je vous ai laissé, par exemple, sur votre fin, si vous avez des questions, des interrogations, des projets auxquels vous voulez collaborer, bien, je vous invite à me rejoindre sur les différents types de médias sociaux qui sont illustrés ici. Et encore une fois, merci infiniment de vous être connectés aujourd'hui et je vais prendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Bouxico. C'était vraiment très, très agréable et votre présentation a été vraiment visuellement tellement jolie aussi. Félicitations, merci beaucoup. Et donc, on est plus d'une centaine, là, donc on devrait avoir du matériel à discuter pour les prochaines minutes. Donc, j'ai déjà pris en note quelques questions qui avaient été déposées là, déjà. Donc, on vous invite toutes les personnes, s'il vous plaît, à utiliser la discussion pour vos commentaires et questions. Donc, on parlait en tout premier lieu de savoir si c'était une allergie ou une irritation au cèdre rouge qui pouvait être incommoder en fait les ébénistes, entre autres. Généralement, pour les ébénistes, le cèdre rouge ne va pas causer d'allergie, mais on parle ici d'un phénomène irritatif. Par contre, toujours est-il, les conifères, ça libère généralement peu de pollen, mais le cèdre rouge peut effectivement en libérer. Et pour une raison que j'ignore, parce que je suis malheureusement pas un très fin géographe, mais je sais que au Japon, par exemple, le cèdre rouge est un allergène excessivement présent et important et qu'il existe des tests d'allergie et de la désensibilisation. Encore une fois, les gens qui sont allergiques au cèdre rouge vont être allergiques au pollen libéré par celui-ci. Mais ici, on va dire en Amérique du Nord, la quantité de pollen, elle est plutôt minime ou sur une très, très courte période de temps. Alors, tout individu qui travaille le bois de cèdre ne va pas y être allergique, je vous rassure.
Super, merci beaucoup pour la précision. Il y avait la question concernant la cuisson des fruits de mer, mais je pense que vous y avez répondu d'emblée. Vous avez des bons yeux pour voir tout ça en même temps. On est surveillés, mesdames et messieurs, attention. On avait aussi, là, je vais juste poursuivre dans le fil de la discussion. Donc, on demandait, est-ce vrai que la grossesse ou certaines modifications hormonales peuvent avoir un impact sur l'incidence des allergies, voire aider à la résolution même de certaines allergies? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on constate. C'est sûr que la grossesse ou l'accouchement n'est pas un traitement de l'allergie respiratoire. Mais il faut croire que le jeu des hormones, tout ça, le stress des fois qui est fait sur l'organisme peut faire en sorte que les allergies, comme aussi d'autres problèmes de santé, comme certaines maladies auto-immunes, là, peuvent défervescer. Donc, on peut connaître une baisse des symptômes. Mais l'inverse est également vrai. J'ai déjà vu le contraire des patientes qui avaient des symptômes d'allergie respiratoire plutôt minimes et après la naissance de leur deuxième et leur troisième, que là, ça l'a explosé. Est-ce qu'on parle d'un addon ici ou est-ce que ça peut avoir, il y a un effet physiologique avec la grossesse? Ça on ne le sait pas, mais ça peut aller dans les deux sens, effectivement. Parfait, merci beaucoup. On se questionnait aussi sur la désensibilisation, en fait, l'efficacité de la désensibilisation. Alors, juste pour rappeler, la désensibilisation, quand on regarde dans un textbook, la définition est la suivante. Désensibilisation veut dire induire un état de tolérance par rapport à un allergène connu pour le patient. Alors oui, ça a l'air d'être une grande définition savante, mais il y a un mot que je n'ai pas utilisé puis qu'on a tendance à confondre avec désensibilisation, c'est guérison. Alors, désensibilisation ne veut pas dire qu'on va guérir notre patient. Lorsqu'on regarde les études, en gros, c'est quoi les statistiques? Si vous êtes friand de chiffres, j'en ai à vous donner. C'est que 85% des patients qui subissent la désensibilisation vont être améliorés d'au moins 50% de leurs symptômes. Fait que grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la désensibilisation, ça aide la majeure partie des patients, oui, mais ça ne veut pas dire que nécessairement qu'au bout du long processus de désensibilisation, au bout de 3 à 5 ans, que le patient va être guéri. Mais c'est sûr qu'il va être beaucoup amélioré. Et ça arrive que lorsqu'on arrête la désensibilisation, bien sûr, c'est de l'immunothérapie. Donc, on vient moduler le système immunitaire. À l'arrêt de la désensibilisation, l'effet bénéfique va durer pendant des années, pas nécessairement 7 ans. Là, on ne parle pas d'un cycle ici. Ça peut durer plus longtemps, mais on sait que généralement, si les symptômes récidivent, ça devrait être quand même moins pire que ce que ça l'a déjà été auparavant. Et ça peut faire une grande différence pour des patients entre, écoute, là, je suis très symptomatique, j'ai beau prendre de la cortisone dans le nez, j'ai beau prendre des antihistaminiques, puis il n'y a rien ne va, mais maintenant que la désensibilisation, oui, je demeure symptomatique, mais un antihistaminique, une fois de temps en temps, et de grâce, pas du Benadryl, là, vraiment un antihistaminique de seconde génération va être suffisant pour contrôler adéquatement les symptômes. C'est vraiment très intéressant. Puis effectivement, je pense qu'il faut être capable aussi de l'expliquer aux patients là, pour pas qu'il y ait des attentes particulièrement irréalisables. Donc, on demande aussi, est-ce qu'il y a des signes précurseurs d'allergie chez les bébés? Signes d'allergie précurseurs chez les bébés. Ben, on peut parler ici un peu de cette fameuse marche atopique. C'est qu'il semble qu'au niveau des différentes manifestations des allergies, comme l'eczéma, l'allergie alimentaire, la rhinite allergique, l'asthme, ça suit une espèce de marche bien définie. Généralement, les jeunes enfants, les nourrissons en bas d'un an et même un petit peu plus tard, peuvent développer en tout premier lieu de l'eczéma. Ensuite, on peut voir apparaître l'allergie alimentaire et un peu plus tard au courant de la vie, un peu avant l'adolescence même, c'est là qu'on va voir plus souvent les manifestations respiratoires de l'allergie, comme la rhinite allergique puis l'asthme. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'un jeune enfant, à 1 an, a fait de l'eczéma ou un peu plus tard dans sa vie a fait une allergie alimentaire résolue ou non, que forcément, ça veut dire qu'il va faire de la rhinite ou de l'asthme. Mais c'est sûr que ces premières manifestations vont augmenter son risque parce que ça veut dire que cet individu, il est atopique. Atopie, ça veut dire une propension à développer des anticorps d'allergie par rapport à des choses qu'on rencontre dans notre environnement, que ce soit au niveau alimentaire, mais ça peut être respiratoire. Alors oui, c'est un facteur de risque de développer des allergies respiratoires, mais un facteur de risque ne veut pas dire que allergie alimentaire ou eczéma égale de source sûre à 100% du temps allergie respiratoire plus tard.
Merci beaucoup. On a ici quelqu'un qui témoigne que c'est pas rare que les patients se sentent mieux dans le sud au niveau des allergies. J'imagine qu'ils, s'ils habitaient à long terme dans ces milieux-là, d'autres allergies pourraient se manifester ou ils se sentent mieux en général. Ça, il y a plusieurs choses à dire pour ça. Honnêtement, là, je ne connais pas une maladie qui ne peut pas en partie se traiter par une semaine de vacances. À plus forte raison si c'est dans le sud. Et très honnêtement, comme médecin, mon Dieu, que j'aimerais prescrire des tout inclus à tous mes patients. Mais je pense que le Collège des médecins va réappliquer bien assez vite. Alors, pourquoi que des patients disent ah non, c'est l'air au Québec, là, c'est pas bon. Quand je m'en vais à Varadero et probablement le rum and coke aidant, j'ai un petit peu moins de symptômes respiratoires. Alors, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire par rapport à ça. Alors, il faut savoir que les pollens ne sont pas pareils d'une région à une autre dans le monde. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Moi, je fais de la clinique aux îles de la Madeleine. Pour les gens qui ont déjà été aux îles de la Madeleine, là, vous savez, il n'y a pas de feuillus. Hein? Les bouleaux, ça n'existe pas là-bas. Donc, un patient ne peut pas être allergique aux arbres aux îles de la Madeleine. Même si le pollen est porté par le vent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien, généralement, les distances là, font que sur le continent, par exemple en Gaspésie, le pollen ne va pas se rendre jusqu'aux îles. Alors, un patient qui est très, très symptomatique pour son allergie au boulot et qui va faire durant la période du mois de mai un tour aux îles de la Madeleine va dire mon Dieu, je respire bien. Donc, pas besoin d'aller très, très loin pour voir une amélioration. Okay? Et donc, ça, je fais une petite parenthèse parce que je trouve ça vraiment drôle, parce que des fois, je fais des tests d'allergie, puis là, les gens vont être très, très sensibles au pollen des arbres. Et là, je vais dire aux Madelinots, ben, vous, là, vous n'avez pas fait toute votre vie aux îles de la Madeleine. Là, vous avez été sur le continent. Puis là, les gens me regardent surpris en disant, mon Dieu, docteur, est-ce que vous faites de la magie noire ou des choses comme ça? Et non, tout simplement, c'est que, hein, comme je vous l'ai dit, les gens qui ont passé du temps à l'extérieur ou dans une zone où est-ce qu'il y avait différents types de pollen peuvent se sensibiliser et les tests peuvent donc être positifs. Alors, pour quelqu'un, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est allergique, par exemple, à un certain pollen et qui se déplace dans une autre région du monde, oui, c'est possible que ça ne soient pas les mêmes pollens et qu'il soit confronté à des pollens auxquels il n'est pas sensibilisé. Mais l'inverse est aussi vrai. Moi, j'ai des patients qui sont des snowbirds qui se disent, là, mon Dieu, je me tape 2 grosses saisons d'allergie là, par année. Par exemple, les gens qui sont très allergiques aux graminées et qui vont faire du golf en Floride au mois de février-mars vont avoir des symptômes d'allergie aux graminées à ce moment-là. Et lorsqu'ils vont être de retour au Québec, ils vont se taper encore la saison des allergies aux graminées. Donc, à l'inverse, oui, se déplacer dans le monde peut nous incommoder. Et je vais juste finir cette question-là qui en engendre plusieurs avec une petite anecdote, si vous me permettez, Sarah Edith. Ça, combien de fois que je l'ai vu, par exemple, des cousins français qui viennent au Canada et qui se disent ah mon Dieu, je suis bien, j'avais beaucoup de symptômes d'allergie, par exemple aux platanes, aux oliviers, et là je suis rendu au Québec, ces allergènes-là ne seront pas présents. Et il y a eu une espèce de lune de miel, et après 5 ans, 10 ans, oups, il y a de nouvelles allergies qui sont revenues. Tout simplement, c'est qu'un patient peut se déplacer dans le monde, peut essayer de fuir ses allergènes, mais puisqu'il est atopique, il peut quand même se sensibiliser de nouveau, même plus tard dans sa vie, à de nouveaux allergènes présents dans l'environnement. Donc, le voyage n'est pas la solution. ni... Donc, super, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je pense que les gens apprécient beaucoup. Là. Il y a beaucoup de questions, puis il y a aussi beaucoup de commentaires très, très positifs au travers. Donc, on poursuit pour maximiser notre moment ensemble. Donc, est-ce qu'un bébé de 3 mois est trop jeune pour être allergique au chat? Est-ce qu'on peut faire un test d'allergie? Alors, un bébé de 3 mois n'est pas trop jeune pour être allergique au chat parce que c'est un allergène qui est présent dans son environnement. Sauf que chez les très, très jeunes patients, étonnamment, les symptômes ne seront pas nécessairement respiratoires. Ça ne va pas être un bébé qui va ronfler ou qui est congestionné ou qui va se mettre à tousser. Ça peut tout simplement être un eczéma difficile à contrôler. Donc, pour tous les jeunes patients, il ne faut pas oublier que l'allergène, puis ça peut être un peu bizarre, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est un allergène respiratoire, mais qui va se manifester au niveau de la peau. C'est tout simplement l'allergène au chat, il est très, très collant et ça peut adhérer sur la peau de l'enfant et créer quand même de l'inflammation.
On voit des manifestations comme ça cutanées de certaines allergies respiratoires aussi. Je peux vous donner un autre exemple. Des jeunes patients qui sont très, très allergiques au gazon, par exemple, et qui vont se mettre à jouer au soccer et qui sont en culotte courte et là, ils glissent sur le gazon. La zone de contact entre le graminé puis la peau, ça peut occasionner un urticaire de contact. Mais il faut retenir que généralement, allergènes respiratoires, donc les inhalants, vont donner des symptômes surtout respiratoires. Mais ce n'est pas impossible, en bas de l'âge d'1 an, de présenter des symptômes respiratoires, mais surtout cutanés pour des allergènes présents dans l'environnement en continu, comme les animaux et les acariens. Est-ce qu'il y a des tests qui peuvent être faits à ce moment-là ou c'est vraiment l'histoire, ben, en fait, la clinique, la manifestation clinique qui est évaluée? Alors, ça va être les mêmes tests d'allergie qu'on va faire sur la peau. Il n'y a pas un âge minimal pour faire les tests d'allergie. Et je peux vous dire, pour ceux qui font des tests d'allergie, là, c'est un charme de faire des tests d'allergie à un enfant qui a 3 mois, 4 mois, parce que justement, souvent, il dort, il ne s'en rend même pas compte. C'est facile de tenir son petit bras potelé, mais c'est sûr qu'à partir de l'âge d'1 an et demi, 2 ans, là, ils sont un petit peu plus réactifs. Ça peut être un petit peu plus de sport. Mais c'est aussi valable de les faire là, chez les très, très jeunes. Super, merci beaucoup. Donc, si on ne traite pas la rhinite allergique, est-ce qu'automatiquement on développe de l'asthme? Alors, le risque de faire de l'asthme si on a une rhinite allergique, c'est augmenté de 9 à 13 fois. Donc, rhinite allergique égale pas nécessairement asthme, mais il y a un risque qui est quand même augmenté. Je vais faire peut-être du pouce ici sur l'affirmation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on peut favoriser la désensibilisation chez nos jeunes patients. Il y a des études qui ont montré, par exemple, des études qui datent déjà des années 90, où est-ce qu'on a pris des patients, des jeunes patients qui avaient de la rhinite allergique aux graminées et on les a soumis à une désensibilisation et on avait un groupe témoin de gens qui avaient de la rhinite allergique aux graminées sans asthme. Et on a vu plus tard dans la vie, est-ce qu'on pouvait diminuer leur risque de faire de l'asthme? Oui, effectivement. Donc, désensibiliser un patient qui a une rhinite allergique peut aider à diminuer son risque de développer éventuellement de l'asthme. Et l'autre avantage aussi de la désensibilisation, hormis là, le contrôle des symptômes, c'est diminuer le risque de polysensibilisation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez un patient qui est allergique à un allergène et qu'on le désensibilise, bien, il y a moins de risque de développer des allergies à d'autres allergènes. Voilà tout. Super, merci. L'asthme allergique est-il un vrai diagnostic ou un jargon utilisé dans le milieu? Mon Dieu, je savais pas que c'était un mythe, mais l'asthme allergique, pour en traiter plusieurs fois par jour, oui, ça existe. Je tiens à vous rassurer, ce n'est pas une vue de l'esprit. Faut savoir que l'asthme, 50% des patients, ça va être lié à de l'allergie. Donc, c'est la raison pour laquelle je sais que les pneumopédiatres l'ont très, très bien compris, peut-être un peu moins mes collègues pneumologues en santé adulte, mais il faudrait faire des tests d'allergie respiratoire pour tout patient qui a de l'asthme. 50% des patients vont, oui, avoir des tests d'allergie et positifs. Et de traiter les allergies, ça peut éventuellement aider le contrôle de l'asthme. Donc, je tiens à vous rassurer, tout patient qui a de l'asthme n'a pas nécessairement des allergies, mais quand même 50%, donc un patient sur 2, va avoir des tests positifs. Super. On poursuit avec une question qui demande, pouvons-nous être désensibilisés à des allergies de produits chimiques, comme le peroxyde Sidex gaz éthylène couleur bleue? Alors, le bleu de méthylène, pas les salicylates, mais les isocyanates qu'on trouve dans la peinture et autres, on ne peut pas être désensibilisé contre ça. N'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit qu'on est allergique aussi à la base, on est allergique à une protéine. Donc, tout ce que je viens de vous nommer, ce sont des produits chimiques, des irritants. Il n'y a malheureusement pas de substances pour lesquelles on peut désensibiliser. Donc, à quoi est-ce qu'on peut désensibiliser nos patients en santé respiratoire? On a les pollens des arbres, le pollen des graminées, on a l'herbe à poux, on a la poussière, on a également les allergènes de chat et prochainement, j'en ai pas encore prescrit, mais va être disponible, donc j'ai pas de recul. Alors quoi? Roulement de tambour, possiblement une désensibilisation pour l'allergie aux chiens. Donc, c'est tout nouveau. On vient d'apprendre qu'une compagnie qui va en faire la commercialisation. Ceci dit, je n'ai pas encore vu les études, je n'ai pas de recul scientifique, donc je ne peux pas vous dire si c'est nécessairement une désensibilisation qui est bonne ou moins bonne. Et pour ceux qui ne le savaient pas, sachez que pour la plupart des allergènes respiratoires, comme les pollens et également pour
les acariens, donc la poussière, la désensibilisation existe pas seulement par injection, mais maintenant en comprimés sublinguaux, donc des comprimés qu'on laisse fondre sous la langue. C'est une belle opportunité. Je pense qu'avec la COVID aussi, ça a aidé beaucoup de personnes qui étaient en processus et donc qui pouvaient le faire à la maison, là. Donc, je pense que ça a été avantageux, effectivement, pour ces personnes-là. Alors, avoir un parent allergique augmente-t-il le risque de développer une allergie? La réponse, c'est oui. Alors, imaginons, prenons un couple qui n'a aucune allergie. Par allergie, on entend l'atopie en général, donc l'eczéma, l'allergie alimentaire, l'allergie respiratoire. Ben oui, même si les parents n'ont aucune allergie, l'allergie, ça peut survenir même dans ces familles-là. 10% des enfants vont faire de l'allergie quand même au sens large du terme. Si maintenant un des deux parents a des allergies, le risque de l'enfant de développer des allergies, c'est 30 à 40%. Et si les deux parents souffrent d'allergies au sens large, ben, le risque de l'enfant de développer un jour des allergies, c'est 70%. Ça va de façon logarithmique exponentielle, tout simplement que le facteur héréditaire vient vraiment, c'est un facteur qui est très, très important. Et c'est une des façons d'expliquer pourquoi que les allergies au sens large sont en recrudescence, qu'on en voit plus qu'il y a 50 ou 100 ans. Mais il ne faut pas oublier que si vous avez une allergie respiratoire, ça ne veut pas dire que votre enfant va nécessairement faire la même allergie. Par exemple, papa peut être allergique au boulot, maman peut faire de l'eczéma et l'enfant va être allergique aux peanuts. Intéressant. Vous aviez bien parlé tout à l'heure de la rhinite et l'asthme, mais on demande ici, est-ce qu'on peut avoir une rhinite pour toute une vie? Mon Dieu, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut souffrir d'une rhinite toute sa vie? Je vous dirais oui, ça dépend de la cause. Une rhinite allergique, généralement, à un moment donné, comme on dit, le bon Dieu va finir par nous laisser tranquille. Notre système immunitaire va devenir de moins en moins réactif. Mais il faut pas oublier qu'une cause une cause de rhinite peut en succéder une autre. Par exemple, on peut faire de la rhinite allergique durant l'adolescence, durant l'âge adulte, et un petit peu plus tard, développer d'autres formes de rhinite. Je vous dirais, parmi les causes de rhinite qui peuvent nous suivre, peut-être pas de 0 à 100 ans, mais sur une longue, longue période, ben, on va voir ça plus dans des rhinites non allergiques. Par exemple, une sinusite chronique, comme moi-même, je semble en avoir une actuellement. Une sinusite chronique, c'est une infection, c'est comme un rhume à bas bruit qui dure longtemps, longtemps. Et oui, effectivement, on peut avoir des symptômes qui peuvent durer des années de temps. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines causes qu'on va dire médicamenteuses ou toxiques. Les gens qui ont des dépendances, par exemple, à la cocaïne, peuvent faire des types de rhinites qui peuvent durer même à l'arrêt des drogues. Et les gens qui utilisent des décongestionnants nasaux, par exemple Drixoral, Otrivin, c'est sûr qu'à l'arrêt de ces médicaments, lorsqu'ils sont utilisés sur de longues périodes de temps, il va y avoir une rhinite rebond. Et là, c'est vraiment un cercle vicieux. Puis les gens vont en prendre pendant des années et des années. Donc, sans parler des rhinites à vie, on peut dire des rhinites sur plusieurs années. Oui. Parfait, merci beaucoup. Merci pour tout le monde pour vos belles questions. Là, il y en a vraiment beaucoup. On va faire notre possible pour tout aligner pour ce midi. Donc, lorsque les allergies se manifestent principalement au niveau des yeux, donc on parle de rougeur, démangeaison, que suggérez-vous comme traitement pour soulager ces symptômes quand les antihistaminiques en comprimé fonctionnent peu? Merci infiniment de votre question. Je vais tout d'abord commencer en disant qu'est-ce qu'on ne recommande pas. Alors, tout ce qui est décongestionnant au niveau des yeux, vous savez, ce qui s'appelle les anti-yeux rouges ou les vasoconstricteurs pour les yeux, là, c'est tout à fait mauvais. C'est comme l'équivalent du Drixoral ou de l'Otrivin pour les yeux. Donc, ça, c'est vraiment à bannir. Et je dois vous dire pourquoi j'insiste comme ça, c'est parce que moi-même, j'en ai déjà utilisé dans une autre vie, on va dire, avant d'être allergologue. Et je me souviens très bien qu'un ami ophtalmologiste m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jean-Nicolas? C'est de l'hérésie, il ne faut pas faire ça. Donc, heureusement, je ne suis pas un cordonnier mal chaussé pour tout dans la vie. Et ça, j'ai arrêté d'en prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a des symptômes au niveau des yeux? Ben, un peu l'équivalent de ce qu'on fait pour le nez. Tout ce qui est gouttes hydratantes pour les yeux, ça soulage les yeux, mais ça permet aussi de drainer les allergènes qui se déposent là, sur les yeux. Je vous dirais qu'ensuite, lorsque ce n'est pas suffisant, on va aller vers d'autres traitements. C'est sûr qu'on a du Zadistor qui est disponible en vente libre, qui est du kétotifène,
que j'aime plus ou moins parce qu'il faut l'utiliser 4 fois par jour et ça prend un certain temps avant que ça soit aidant pour les yeux. Mais sachez qu'il existe des antihistaminiques pour les yeux, par exemple le Biprive, le Patadé, le Patanol, le Paseo, qui sont disponibles sur prescription et qui sont quand même très, très efficaces. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la conjonctivite allergique chez nos patients. 2 tiers des patients qui ont de la rhinite allergique vont avoir également des symptômes oculaires, puis même pour certains patients, c'est leur problème principal. Puis dans un cas comme ça, même les antihistaminiques par voie orale ne sont pas super bons parce que les antihistaminiques par voie orale ont des effets anticholinergiques, ce qui peut amener un assèchement des yeux et donc augmenter les symptômes visuels. Je pense que la dame va avoir des belles réponses, des belles pistes à essayer. En tout cas, j'essaie de vous en donner pour votre argent, là. Désolé si je parle beaucoup, mais j'essaie d'être le plus complet possible. C'est un défaut. Je m'excuse. C'est une belle qualité. Puis si jamais on voit qu'on a besoin de plus, je pense qu'on pourra tendre la perche pour vous, pour vous ramener, s'il vous plaît. Donc, on entend dire, concentration, on entend dire qu'on doit être en contact avec les animaux pour développer une désensibilisation naturelle. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un mythe. Non seulement je pense, je le sais. Donc, non, il y a un mythe, je me souviens plus si c'était le numéro 2 ou 3, mais d'être en contact avec un animal comme ça, même à petite dose, ce n'est pas une façon de se désensibiliser. Au contraire, ça peut aggraver les symptômes. Donc, non. On parle de délai de temps d'attente pour un test d'allergie en pédiatrie, mais ça, j'imagine que ça dépend des régions aussi, là. Oui, tout à fait. C'est très difficile. C'est sûr que des tests d'allergie respiratoire, puis y avoir quand même certains délais d'attente. Je ne peux pas me prononcer sur un chiffre. Des fois, ça peut être rapide à l'intérieur de quelques semaines. Parfois, malheureusement, ça peut être en termes de mois, tout simple, ou même d'années, dépendamment avec quel site vous faites affaire. C'est sûr que le temps d'attente à Montréal versus Québec n'est pas nécessairement le même, mais je tiens à vous rassurer quand même qu'il y a de plus en plus d'allergologues qui sont en train de compléter formation. Comme ici à Québec, on a maintenant un programme de formation pour la discipline allergologie-immunologie. Donc, déjà dans les prochaines années, on va voir que le temps d'attente va beaucoup diminuer, un peu comme neige au soleil. Oui, c'est encourageant. C'est vrai, c'est un signe. Il en reste encore un peu, mais bon. OK. Donc, une personne désensibilisée au chat ou au chien éventuellement ne devrait toujours pas en avoir un, si je comprends bien. Donc, Alors, une désensibilisation au chat, oui, va aider les symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'on va être guéri. Alors, par exemple, dans quel contexte est-ce que je vais favoriser une désensibilisation au chat? Ben, c'est par exemple pour, je pense, il y a des professionnels de la santé, par exemple des infirmières qui travaillent dans les CLSC, qui vont faire des visites à domicile, qui n'ont pas de chat à la maison, mais lorsqu'ils se rendent sur certains milieux où est-ce qu'il y a des chats et qu'elles sont très symptomatiques et tolèrent mal les traitements comme les antihistaminiques, ben ça peut être une belle occasion de proposer une désensibilisation. Ou comme ce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, un patient qui me dit, écoute, là, moi, j'haïs les chats, mais chez ma belle-mère, ben, il y en a un. Puis on va la voir, je dirais pas un peu trop souvent à son goût, mais bon, c'est ce qu'il semblait peut-être dire, malheureusement. Puis dans le fond, il voulait juste avoir une façon de pouvoir mieux tolérer le contact, non pas de la belle-mère, mais du chat présent au domicile de sa belle-mère. Donc ça, oui, ça peut aider. Mais malheureusement, j'ai trop vu, surtout en début de carrière, des gens qui venaient me voir parce qu'ils voulaient avoir des chats à la maison ou parce que leur enfant insistait pour avoir des chats et qu'on les désensibilisait, puis ça aidait, mais finalement, au bout de quelques mois, quelques années, ça ne faisait pas une énorme différence, puis les patients étaient symptomatiques. Et il ne faut pas oublier que quand on subit la désensibilisation au chat, on n'a pas le droit d'avoir un chat à la maison, du moins durant la première phase qu'on dit la phase de progression. Parce qu'imaginez, vous respirez l'allergène de chat, puis vous l'injectez en plus en augmentant les doses, mais là, votre système immunitaire pourrait battre triper et là, vous êtes à risque de faire une réaction anaphylactique au vaccin que vous allez recevoir. Je pense que c'est une bonne précaution à prendre de ne pas. On aurait peut-être le temps, on s'est situé pour deux dernières petites questions. Donc, pour un patient qui croit avoir une allergie à son travail, une moisissure ou une autre, qui n'a aucun symptôme à la maison et qui prend une histaminique 20 mg par est-ce dommageable à long terme?
Prendre des antihistaminiques sur le long terme n'a pas d'effet secondaire majeur, mais c'est vrai que même les antihistaminiques de seconde génération, j'ai des patients qui me disent: ah, il me semble que ça m'a fait prendre du poids, il me semble que ça me ralentit un peu, je suis un petit peu dans le tirage. Fait que c'est pas des effets secondaires impossibles, ça on en voit, mais c'est quand même peu fréquent. Maintenant, il ne faut pas oublier que prendre un antihistaminique, et si on répond à l'antihistaminique, ça veut dire que si je prends un antihistaminique puis ça m'aide, ben forcément, c'est de l'allergie. Je vous donne un exemple. Si vous avez un rhume, quelque chose de très banal, puis vous prenez des antihistaminiques, ben ça va aider. Vous allez avoir moins de sécrétion. Or, on sait bien qu'un rhume, ce n'est pas une réaction allergique. Dans le domaine d'une rhinite au travail, ben oui, ça peut être corrélé parfois à des allergies. Par exemple, je parlais de mes anecdotes aux îles de la Madeleine, ben, je vois souvent durant mes consultations des gens qui ont développé une rhinite allergique secondaire à la manipulation au crabe ou au marc. Donc oui, ça existe. On peut être également allergique aux moisissures. Mais il ne faut pas oublier que dans certains milieux de travail, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être d'autres substances ou des produits chimiques qui sont émanés, qui peuvent nous donner des rhinites également. Dans un contexte comme celui-là, généralement, ce n'est pas un seul patient qui va être affecté, mais l'ensemble des gens qui vont côtoyer le même milieu de travail, auquel cas, oui, une analyse de l'air pourrait être très importante et surtout demander à la CSST, là, je sais que le sigle est différent, C'est CNESSU. exactement ça. Ah C'est oui, je l'avais, mon SST, Dieu. oui. J'ai abandonné alors que je l'avais pour une fois. Bref, ils peuvent venir faire des enquêtes et à ce moment-là, orienter vers les professionnels de la santé qui sont compétents dans le domaine. Donc, il y a vraiment des médecins qui sont spécialistes de l'hygiène au travail, là. Mais je pense qu'on va devoir s'arrêter ici parce que je sais que les gens doivent retourner au travail à 13 heures. Et puis, j'ai vu il y a peut-être deux ou trois petites questions, commentaires que j'ai vu passer qu'on n'a pas eu le temps de lire, mais vraiment un immense et très chaleureux merci pour ce beau midi qu'on a passé ensemble. Tout le monde était, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires très intéressants, donc Ah, OK. tout le monde est très satisfait. Puis, écoutez, je m'engage, chers participants, à tenter de revoir Dr Boursicot pour une suite parce que c'était trop intéressant. Un grand merci à tout le monde pour ce midi, puis à bientôt. Alors, Sarah Edith, merci beaucoup pour l'invitation. Puis, qui sait, on se retrouve au prochain épisode. Ah ben ça fait mon affaire. Merci encore. Une très belle journée à tout le monde. Au revoir. Merci, bon Merci, après-midi. Dr Boursicot. Bonjour. Merci, au revoir à tout le monde.